payez combien pour votre pain ce matin ? 2,40 €. Et si demain, c'était le double, en une semaine ? Tous les prix multipliés par 2. Aujourd'hui, la vie est normale. Les prix sont stables. Vous faites vos courses sans vous poser de questions. Mais imaginez, lundi matin, les chiffres commencent à bouger. Je vais vous raconter cette semaine, heure par heure, ceux qui s'effondrent, ceux qui résistent et ce que ça dit de nous. Les supermarchés, les familles, les petits commerces, personne n'est épargné. Avant que tout change, voilà à quoi ressemble un mardi matin normal en France. La baguette à 1,20 €. Les légumes du marché, les courses hebdomadaires sans regarder les étiquettes. En France, une famille moyenne dépense 25% de son revenu en alimentation. C'est le point de départ. On fait ses courses sans vraiment regarder les prix. C'est acquis, stable, sûr. L'essence, le gaz, l'électricité, tout ce qui fait tourner la vie quotidienne. Prévisible, habituel. Le restaurant du quartier, le plat du jour à 14 €. Des petits plaisirs accessibles, l'épicerie du coin, les petits achats du quotidien. Tout ça fonctionne parce que les prix sont stables. L'inflation normale en France tourne autour de 2–3% par an. Ce que nous imaginons, 100% en 7 jours, ce n'est pas de l'inflation, c'est un choc. Rien dans l'actualité ne laisse présager ce qui arrive. Les marchés sont calmes, l'économie tourne. Ce soir, une famille française prépare un dîner normal. Demain, tout coûtera le double. Ils ne le savent pas encore. La boulangerie, le symbole même de la vie française. La baguette à 1,20 €, un prix qu'on connaît par cœur. Voilà à quoi ressemble la normalité. Maintenant, imaginez que tout ça disparaisse. En 7 jours. Cela s'est déjà produit. L'Allemagne en 1923, le Zimbabwe en 2008, le Venezuela en 2018. Ce n'est pas hypothétique, c'est historique. Jour 1, lundi matin, les premières anomalies. Ça commence dans les camions. Le diesel augmente de 22% en une nuit. Les transporteurs s'inquiètent. Pas encore les consommateurs. À Rungis, le ventre de Paris, les grossistes constatent des hausses inhabituelles. 8% sur les céréales, 12% sur l'huile, en une nuit. Au supermarché, les premières étiquettes changent. Plus 20% sur les pâtes, plus 15% sur l'huile. On remarque, on hausse les épaules. Ça arrive, le boulanger change son ardoise. « Je ne fais que répercuter », dit-il. Ce n'est pas sa faute, mais c'est sa porte qu'on va blâmer. La cause, une perturbation mondiale simultanée. Le pétrole, le blé, le maïs, tout monte en même temps. Une tempête parfaite. Les économistes publient les premières alertes. Temporaire, disent les uns. Structurel, disent les autres. Personne n'est d'accord. La chaîne d'approvisionnement fonctionne ainsi. Chaque maillon ajoute ses coûts. Quand tout augmente en même temps, le consommateur absorbe tout. Le directeur du supermarché reçoit les nouvelles factures. Ses fournisseurs ont augmenté de 30%. Il ne peut pas absorber ça. Demain, il change les étiquettes. L'essence augmente, plus 14% en 24 heures. Ce n'est plus un glissement, c'est une vague. Avec 100 € au supermarché, hier, un plein panier. Aujourd'hui, 15% de moins. La différence est là, visible dans votre caddie. Le soir, à table, les couples se parlent. Les tickets de caisse sont sortis, les calculs commencent. À la caisse, le total monte plus vite que d'habitude. On recompte, on vérifie. Ce n'est pas une erreur. Sur les réseaux, les gens partagent leurs tickets de caisse. L'étonnement collectif. Les prix deviennent un sujet national. À Bercy, le ministère de l'économie convoque une réunion d'urgence. Les chiffres qu'il voit sont pires que ceux publiés. En une journée, les prix alimentaires progressent de 15 à 30%. C'est le premier jour. Il en reste 6. Fin du jour 1. Les prix ont augmenté en moyenne de 20%. Demain, ça continue. Mardi matin, les gens arrivent plus tôt au supermarché. Certains ont entendu « les prix vont encore monter ». La ruée commence. Les rayons se vident à une vitesse anormale. Pâtes, riz, huile, conserves. Les gens achètent par réflexe de survie. Les ruptures de stock créent une peur supplémentaire. Si c'est vide, c'est que ça manque. Si ça manque, il faut en acheter plus.
le cercle vicieux. La baguette à 1,80 €. En 2 jours, dans un pays où le pain est un symbole national, la colère commence. Le café du matin à 2,50 €, certains renoncent. Ce n'est pas anodin, c'est un rituel de vie. Quand les rituels coûtent trop cher, quelque chose se brise. L'essence à 2,30 €, les gens calculent leurs déplacements, certains ne vont plus au travail en voiture. Le coût des trajets change les habitudes. Les restaurants se vident. Quand les courses coûtent plus cher, le restaurant devient un luxe. Les propriétaires voient leurs réservations s'effondrer en temps réel. Le problème fondamental, les salaires ne bougent pas. Les prix, si. Chaque jour, l'écart se creuse entre ce qu'on gagne et ce que ça coûte. Jour 3. On choisit les marques distributeurs. On calcule les grammes par euro. On ne fait plus les courses par plaisir. Les premières manifestations spontanées. Des gens qui descendent dans la rue avec leur ticket de caisse. La colère est là, cherche une direction. Les petits commerçants sont pris en étau. Répercuter les hausses, perdre les clients. Absorber les hausses, perdre de l'argent. Il n'y a pas de bonne réponse. Jour 3, bilan. Alimentation, plus 35%. Carburant, plus 40%. Énergie, plus 20%. La semaine n'est pas terminée. En 3 jours, j'ai dépensé 30% de plus qu'une semaine normale. Si ça continue jusqu'à vendredi, mon budget alimentaire mensuel sera épuisé en 2 semaines. Les cantines scolaires réduisent les menus. Les enfants mangent moins bien. C'est le premier signe que les plus vulnérables payent le prix fort. Les retraités, les précaires, les familles monoparentales. Pour eux, l'augmentation n'est pas un inconfort, c'est une crise de survie. Les banques alimentaires voient arriver des gens qui n'y venaient pas avant. Des travailleurs, des retraités, des gens moyens qui n'ont plus les moyens. Les supermarchés imposent des limites d'achat. 2 paquets de pâtes, 1 litre d'huile. Des règles improvisées pour une situation sans précédent. On fait la queue, on respecte les limites, on se regarde avec une solidarité muette. Pour l'instant, ça tient. En ligne, les prix ont aussi augmenté. Plus les frais de livraison. L'e-commerce n'est plus le refuge qu'on imaginait. Même les marchés souffrent. Les prix ont augmenté partout. Les clients choisissent, le commerce s'adapte ou meurt. Mon boulanger ne sourit pas comme avant. Il a les yeux de quelqu'un qui fait des calculs toute la journée. L'argent change les visages. Le gouvernement communique. Des mesures sont prises. La situation est suivie. Les mots sont choisis pour calmer, pas pour informer. La ville change de rythme. Moins de sorties, moins d'achats impulsifs. Les gens rentrent chez eux avec ce qu'ils ont. L'économie se contracte. Fin du jour 3. Les prix ont doublé pour certains produits. Pour d'autres, ça arrive. Demain, les premières ruptures totales. Jeudi matin, la file devant le supermarché commence à l'aube. Des gens qui campent, qui ont peur de ne pas trouver. La viande, inaccessible pour beaucoup. 38 € le kilo de bœuf. Les familles s'adaptent, on mange moins de protéines. La nutrition change. Même les médicaments, même les produits de santé de base. Quand tout augmente, rien n'est épargné. Pas même ce qui est essentiel. J'ai changé ma façon de faire mes courses. Légumineuses, légumes de saison, moins de viande. On s'adapte, ceux qui peuvent. Dans les quartiers populaires, les gens s'organisent. Achats groupés, partage de ressources. La solidarité de voisinage reprend de la force. Les transporteurs font grève. Le carburant a trop augmenté, certaines livraisons n'arrivent plus. L'approvisionnement se fragmente. Les livraisons n'arrivent plus à la même cadence. Les rayons se vident. Ce qui manque ne revient pas le lendemain. Les premiers commerces ferment. Pas faillite, fermeture temporaire, en attendant de voir. Mais certains ne rouvriront jamais. On cuisine ensemble, on partage les coûts. On redécouvre que manger avec les autres coûte moins cher qu'à 2 foyers séparés. Dans les écoles, les professeurs utilisent la crise pour enseigner l'économie. Les enfants comprennent l'inflation parce qu'ils le vivent. Jour 5. Certains produits ont déjà doublé. D'autres y sont presque. La semaine promise se réalise. La trajectoire est claire. Nous sommes à 75-100% de hausse sur les produits de base. Le doublement complet est prévu pour vendredi ou samedi. La colère devient politique. Les manifestants cherchent des responsables, le gouvernement, les grandes enseignes, les spéculateurs. Tout le monde accuse tout le monde. En bourse, certaines entreprises s'effondrent.
D'autres explosent. La crise n'appauvrit pas tout le monde également. Certains en profitent. Les boutiques de luxe fonctionnent normalement. Pour ceux qui peuvent se le permettre, doubler les prix est un désagrément, pas une survie. Les familles réorganisent leurs menus. Moins de viande, plus de légumineuses. Retour aux recettes de base. L'économie change nos assiettes. Les jardins partagés connaissent un engouement soudain. L'autoproduction devient une réponse. La terre reprend une valeur concrète. Les hôpitaux, les écoles, les mairies, les institutions publiques ont des budgets fixes. Quand les prix doublent, elles font avec moins. Les banques voient une hausse des demandes de crédit d'urgence. Les gens s'endettent pour manger. La crise se transforme en dette. Je cuisine une soupe. Poireaux, carottes, pommes de terre. 2 € pour un repas complet. On redécouvre les bases. Ce n'est pas romantique, c'est nécessaire. La société civile s'organise. Des fiches pratiques circulent, des groupes WhatsApp se forment. L'information sur comment survivre la semaine se partage. Les agriculteurs ont les produits. Mais le transport coûte trop cher. La nourriture est là. Elle ne peut juste pas arriver jusqu'à vous. Des marchés informels apparaissent. Troc, vente directe producteurs-consommateurs, réseau de partage. L'économie parallèle surgit par nécessité. On troque, on s'organise. Ce n'est pas parfait, mais ça montre quelque chose d'important. Les gens trouvent toujours un chemin. Le gouvernement débat de 2 options. Bloquer les prix, risque de pénurie. Aider les ménages directement, coûte des milliards. Il n'y a pas de bonne réponse. Le gouvernement annonce un blocage des prix sur 50 produits de base. Le soulagement dure 24 heures. Puis, les questions arrivent. Résultat inattendu du blocage, les fournisseurs arrêtent de livrer les produits bloqués. Non rentables. Les rayons contrôlés se vident. La théorie économique se confirme dans les faits. Je lis ce que je n'avais jamais pris le temps de lire. L'économie ne m'ennuie plus. Elle touche mon assiette. Ça change tout. 5 jours, 12 000 emplois perdus dans la restauration. 4 800 commerces fermés et 180% d'augmentation aux banques alimentaires. Le coût humain prend forme. 5 jours. Je suis fatiguée. Pas affamée, j'ai de la chance. Mais je comprends maintenant quelque chose que les chiffres ne montraient pas avant. L'alimentation est une question de pouvoir. Jour 6. Le doublement est officiel. La baguette, 2,40 €. Les pâtes, 2,40 €. L'huile, 12 €. Ce que nous avions imaginé est maintenant réel. Ma caisse, 94 € pour ce que je payais 47 € la semaine dernière. J'avais constitué une réserve. D'autres n'ont pas eu cette chance. La même crise, 2 vécus différents. Dans le même immeuble, la doubling des prix n'est pas une expérience partagée. Elle est vécue selon les revenus. L'Europe regarde. Les partenaires craignent une contagion. Ce qui se passe en France ne reste pas en France. L'économie européenne est interdépendante. Les fermes en vente directe sont submergées. Les circuits courts deviennent la solution logique. Producteur à consommateur, sans intermédiaire qui gonfle les prix. J'achète directement à la ferme, plus cher que le marché d'avant, mais moins cher que le supermarché d'aujourd'hui. Et je sais d'où ça vient. Des cuisines collectives s'improvisent. On se regroupe pour cuisiner ensemble. C'est moins cher. Et inattendu, c'est mieux. Jour 7. La ville tourne encore. Abîmée, épuisée, mais debout. Ce que nous avons imaginé il y a 7 jours est maintenant réel. Que s'est-il vraiment passé? Le bilan complet du doublement. L'alimentation, plus 95%. Le carburant, plus 98%. Seuls les loyers ont résisté, partiellement, grâce aux protections légales. Qui a le mieux résisté? Ceux avec des économies, des jardins, des réseaux de solidarité, des compétences manuelles. La résilience n'est pas un mystère. Elle se prépare. J'ai frappé à la porte de ma voisine de 78 ans. Elle va bien. Elle a un potager sur son balcon, des économies et la sagesse de ne rien gaspiller. À l'Assemblée, le débat est houleux. Qui est responsable? Que faire? Les réponses sont politiques autant qu'économiques. Les réunions publiques se multiplient. Les gens veulent comprendre, agir. La crise réveille une citoyenneté qu'on croyait endormie. Le bilan de la semaine. Moins 3,2% de PIB projeté, 8400 fermetures, 215% d'augmentation aux banques alimentaires. Une semaine, un choc. Le 7e jour, les premières stabilisations.
Les matières premières mondiales commencent à se calmer. Le pic est peut-être passé. Ce que j'ai appris cette semaine dépasse les prix. C'est un cours d'économie, de politique, de sociologie et de survie. En 7 jours. Le 7e soir, les familles sont autour de la table. Les repas sont plus simples. Les conversations sont plus profondes. La crise a changé quelque chose. 7e nuit. La ville brille encore. Ce que je comprends maintenant, que je ne comprenais pas lundi, la stabilité des prix n'est pas un acquis. C'est un équilibre fragile, maintenu par des chaînes invisibles. Voilà la semaine en un graphique. Ce n'est pas une courbe théorique, c'est ce qui s'est passé en 1923, en 2008, en 2018, dans d'autres pays, et ce qui peut arriver ici. Voilà ce que 7 jours de prix doublés font à une société. Pas seulement au prix, aux gens. 5 leçons. 5 choses que cette semaine imaginaire, mais économiquement réelle, nous enseigne. L'histoire montre que les sociétés survivent au choc de prix. La question n'est pas si on survit, c'est comment et qui paie le plus cher. Ce qu'on peut faire individuellement. Pas du survivalisme extrême, juste de la sagesse pratique. Un garde-manger de base. Légumineuses sèches, conserves, pâtes, huile. Pas de stockage de peur, de la sagesse quotidienne. Ce que les gouvernements devraient faire avant la crise, pas pendant. Des stocks stratégiques, des circuits diversifiés, des filets sociaux solides. La France maintient des réserves stratégiques de pétrole, de gaz, pas vraiment d'alimentation. Pourtant, on mange tous les jours. La France est un grand pays agricole. Pourtant, nous sommes vulnérables aux chocs alimentaires mondiaux. La souveraineté alimentaire n'est pas acquise. Des solutions existent déjà. Les AMAP, les jardins partagés, les réseaux d'échange alimentaire, la lutte anti-gaspillage. Elles fonctionnent, elles ont besoin d'être à plus grande échelle. Je suis membre d'une AMAP depuis cette semaine. Je paie à l'avance, le fermier est assuré, je suis approvisionné. C'est la mutualisation du risque. Le test des 3 semaines. Combien de temps pouvez-vous manger avec ce que vous avez chez vous? La plupart des ménages, 3 à 5 jours. C'est la vulnérabilité invisible. Ces images ne sont pas des simulations. Ce sont des réalités vécues par de vraies personnes. Aujourd'hui encore. La stabilité des prix est un privilège géopolitique. La BCE peut augmenter les taux d'intérêt pour combattre l'inflation. Mais ça prend du temps. Et ça a un coût. L'emploi, la croissance. Il n'y a pas de solution rapide et gratuite. 3 leçons. 1. Les prix peuvent doubler. 2. On peut s'y préparer. 3. Personne ne survit seul à une crise de ce type. À quoi ressemble un foyer résilient? Pas un bunker. Une maison normale avec des réserves raisonnables, des connexions locales et des compétences de base. Les Français gaspillent en moyenne 30% de leur alimentation achetée. Valeur 400 € par an dans la poubelle. Réduire le gaspillage, c'est construire une réserve invisible. Cuisiner sans gaspiller, c'est aussi protéger son budget. Les trognons de légumes, un bouillon. Le pain rassis, une soupe, des croûtons, rien ne se perd. Cette semaine fait partie d'un tout. L'Internet, les smartphones, les prix. Nos dépendances modernes ont toutes la même fragilité, on ne les voit pas jusqu'à ce qu'elles cassent. Les prix stables ne sont pas une loi de la nature. Ils sont le résultat d'une organisation économique mondiale qui peut se dérégler. Cette organisation, nous pouvons la comprendre et y contribuer. Construire sa résilience alimentaire ne se fait pas en une semaine de crise. Ça se fait dans les choix du quotidien. Où j'achète? À qui? Comment? 6 mois après, certains quartiers ont changé. Des jardins partagés qui n'existaient pas. Des épiceries coopératives créées. Des liens de voisinage que la crise a construits. Personnellement, j'ai changé 3 choses. Un potager sur mon balcon, une adhésion à AMAP et 3 semaines de réserve dans mes placards. Ce n'est pas grand-chose, ça change tout. Prochainement, et si l'électricité coupait 1 mois? Et si les supermarchés fermaient 1 semaine? Votez en commentaire pour le prochain sujet. Cette semaine, en 6 images, nous avons tout vu. Les chocs, les réponses, les inégalités, les solidarités, la résilience. La vraie question, vous, si ça arrivait demain, vous seriez prêt? Pas pour la catastrophe? Pour l'inconfort? Pour les 3 premières semaines? Répondez en commentaire. Combien de temps vos réserves actuelles vous permettraient de tenir? Aucune bonne réponse,
juste une information utile à avoir. La série Et si continue. Parce que comprendre nos vulnérabilités, c'est déjà les réduire. Abonnez-vous et activez la cloche. La prochaine question arrive bientôt. Et comme toujours, elle va vous déranger un peu. Paris continuera d'exister après que les prix auront doublé. Comme elle a existé après tout le reste. La question n'est pas si on survit, c'est dans quelles conditions on choisit de traverser. À la prochaine. Et d'ici là, faites vos courses avec un peu plus de conscience. Ça ne coûte rien, ça peut valoir beaucoup. Ce qu'on mange, où on l'achète, qui le produit, ce sont des actes politiques. Cette semaine imaginaire nous le rappelle. Prochain Et si vous choisissez. Commentez le numéro de votre choix, le plus voté sera le prochain épisode. Je prépare déjà la prochaine semaine imaginaire. Les questions ne manquent pas. Notre monde en a beaucoup à nous apprendre. Merci d'avoir suivi cette semaine. Prenez soin de vous et de votre caddie. Et si les prix doublaient en une semaine? Voilà ce qui se passerait vraiment.